Le fracas des éclaboussures d'eau glacée contre les parois en bois d'une cuve de lavage dans une colonie nordique pouvait étonner un voyageur plus que le cliquetis des armes. Comment expliquer que les Vikings, dont la gloire est fondée sur les combats et les raids tempétueux, considéraient la propreté non pas comme un luxe, mais presque comme un rite? Pourquoi le samedi devenait-il précisément le jour où les eaux froides du fjord se transformaient en un moyen de pouvoir et de respect, alors que la majeure partie de l'Europe médiévale, au même moment, se cachait derrière des couches de saleté? Et surtout, quelle part de vérité sur eux-mêmes cachaient-ils? Celle qui est capable de changer votre perception de cette époque à la fin du récit. Selon l'observation du chroniqueur anglo-saxon Adam de Brême, les habitants du Nord prenaient régulièrement soin de leur corps, ce qui étonnait ses contemporains. Les fouilles archéologiques à Birka et York confirment ces écrits. Les peignes, les pincettes et même de petits couteaux pour nettoyer les oreilles trouvées montrent une norme domestique de soins personnels. Mais derrière cela, il n'y avait pas seulement la propreté, mais quelque chose de bien plus sérieux qui restera encore longtemps un mystère. Avant d'expliquer l'idée clé, il faut renforcer l'image. Transportons-nous mentalement près d'un long banc en bois, à côté de la maison du Jarl. Hommes et femmes nettoient leurs cheveux des dépôts de fumée et de sel, comme les archers avant un entraînement moderne vérifient leur équipement. C'est précisément ce rôle que jouait le rite du banc. C'est ainsi qu'on peut nommer le lavage régulier du samedi, que les Scandinaves eux-mêmes associaient à la préparation d'un nouveau cycle hebdomadaire. Les historiens débattent de la fréquence, mais s'accordent sur un point. Les Vikings avaient une tradition établie de se laver plus souvent que la plupart des peuples voisins. Ici apparaît un terme qui révèle le mieux la logique de leur comportement. Lorsque les habitants du Nord utilisaient de petits outils métalliques pour le soin du visage, ils employaient ce que les archéologues modernes appellent un scramasax, un long couteau à une seule lame servant à la fois dans la vie quotidienne et au combat. Premièrement, il y avait l'image, une lame universelle avec laquelle le guerrier pouvait, avec une égale assurance, couper des copeaux de bois, tailler sa barbe ou sectionner une corde. Et seulement ensuite apparaît le terme. C'est précisément ce couteau multifonctionnel qui confirme l'habitude des Vikings de transformer les soins corporels en une partie de la préparation quotidienne. Comme aujourd'hui, un athlète surveille son équipement, sachant que le résultat dépend du moindre détail. Une telle approche crée une scène saisissante. La vapeur des pierres chauffées se mêle à l'odeur d'huile de pin. L'eau coule sur la peau. Et la main vérifie machinalement le tranchant de la lame, comme si le corps et l'arme devaient être également prêts pour la semaine à venir. Et à cet égard, les Vikings se distinguaient de leurs voisins européens plus fortement qu'ils n'y paraissaient à première vue. Mais derrière cette propreté régulière se cachait une raison pratique, qui explique encore mieux le rituel du samedi et nous mène à l'endroit où l'hygiène personnelle se transformait en un instrument d'influence parmi les peuples qu'ils rencontraient. L'air froid du matin nordique se remplissait de l'odeur âcre des herbes fumantes lorsqu'un viking se penchait sur une cuve en bois, se préparant à ce qui était pour lui bien plus qu'une simple toilette. Pourquoi la préparation occupait-elle une place si importante dans sa vie que le rituel du samedi était perçu presque comme un entraînement militaire? Et surtout, qu'est-ce qui, dans le comportement de ces hommes, frappait les observateurs étrangers à tel point qu'ils laissaient des écrits empreints d'une nuance d'envie et d'inquiétude? La réponse n'a pas encore été pleinement révélée, mais elle prépare déjà ce rebondissement inattendu auquel nous arriverons plus près de la fin. Le diplomate franc Ibn Fadlan, qui observa les Scandinaves au début du Xe siècle, écrivit sur la manière dont ils prenaient méticuleusement soin de leur visage et de leurs cheveux, bien que sa description soit teintée de préjugés culturels. Cependant, les découvertes archéologiques de Hedeby confirment. Des récipients en pierre contenant des restes de mélanges savonneux à base de graisse animale et de cendres de bois ont effectivement été trouvés dans les maisons des habitants du Nord. Ces informations renforcent l'idée que la préparation régulière au bain du samedi était une réalité et non une image littéraire. Avant l'apparition du terme, il faut une image qui transmette le sens de l'époque. Imaginez un hangar en bois où sur une table reposent des plaques lisses, chauffées au feu. Elles sont nécessaires pour lisser les plis des vêtements de laine après le lavage. Et c'est précisément cette plaque lisse et incandescente qui est l'instrument même que les historiens modernes appellent la pierre à lisser. Seulement après l'image, le terme,
La pierre à lisser était une plaque polie, chauffée au feu et utilisée pour aplanir le tissu, comme un fer à repasser moderne. Un simple mot, mais il raconte un monde dans lequel le vêtement n'était pas seulement une protection contre le froid, mais un indicateur de statut. Maintenant, la scène s'éclaire. La vapeur s'élève de l'eau chaude, se mêlant à l'odeur du balai de bouleau avec lequel l'homme bat la saleté de sa tunique. Dehors, il fait encore sombre, mais une légère fumée s'échappe déjà des portes du bain, et il semble que la nuit elle-même recule sous la poussée de la chaleur montante. Pour les habitants du Nord, la préparation au samedi était semblable à l'accordage d'un instrument de musique. Plus le corps est propre, plus le jour à venir sonne juste. Les colonies scandinaves se distinguaient par leur sens pratique. Dans les régions au climat froid, les gens chauffaient souvent des pierres, puis les ajoutaient à des cuves en bois, une méthode pour réchauffer rapidement l'eau, connue des archéologues grâce aux traces de carbonisation sur les rochers trouvés. Et ce détail explique pourquoi le samedi était si important. La préparation exigeait du travail, du combustible, du temps. Mais c'est précisément cette concentration d'efforts qui créait le sentiment du début d'un nouveau cycle. Comme si l'eau n'emportait pas seulement la saleté, mais aussi la fatigue de la semaine passée. Il est important de noter ici une autre particularité. Avant de se laver, les habitants du Nord peignaient soigneusement leurs cheveux avec des peignes en os ou en corne, dont des dizaines d'exemplaires ont été conservés à Birka et Gotland. C'est précisément ce processus qui créait une sorte de silence préparatoire avant le rituel, où l'on n'entendait que le grincement des dents du peigne sur les mèches emmêlées. Et ce peigne, minutieusement sculpté et orné de motifs simples, devenait un signe d'aisance. Tout comme aujourd'hui une montre ou un téléphone souligne le statut du propriétaire. La transition devient presque imperceptible. Plus nous nous rapprochons du début du rituel lui-même, plus il devient clair que l'hygiène des Vikings n'était pas un caprice, mais une partie de leur organisation sociale. Mais les processus les plus importants commençaient précisément au moment où le bain du samedi cessait d'être une préparation et se transformait en une action capable de modifier la perception des habitants du Nord par leur entourage lors des rencontres. Quand l'aube du samedi arrivait, le silence de la colonie se dissolvait progressivement dans le son de l'eau qui coulait. Pourquoi ce moment précis suscitait-il une telle surprise chez les observateurs européens, au point qu'ils le notaient comme quelque chose de presque incroyable? Qu'est-ce qui faisait d'une simple action, le bain, un événement qui changeait l'attitude envers les Vikings lors des négociations, dans le commerce et même dans les unions matrimoniales? La réponse est encore à venir, mais nous nous approchons maintenant pour la première fois du cœur même du rituel du samedi. Les sources écrites anglo-saxonnes notent que les habitants du Nord se lavaient régulièrement, et le samedi, l'ogadagre, le jour du bain, est directement mentionné dans les textes vieux norrois. Les historiens estiment qu'il s'agissait d'une action ritualisée, liée au cycle de la semaine. Les découvertes archéologiques de Hedeby et Rib montrent des traces de petites constructions en bois avec des foyers en pierre qui auraient pu être utilisés comme prototypes de bains. Tout cela permet d'affirmer « Le bain n'était pas un épisode, mais une partie de la vie quotidienne régulière ». Avant l'apparition du terme, il faut créer une image qui transmette l'atmosphère de ce matin-là. La douce lumière de l'aube tombe sur la cuve d'eau, au-dessus de laquelle s'élève une vapeur blanche. Les hommes y plongent des pierres rougies au feu à l'aide de pinces et l'eau siffle en s'évaporant, comme si la terre elle-même exhalait de la chaleur. C'est précisément une telle scène qui aide à comprendre qu'un récipient spécial est utilisé, que les chercheurs modernes appellent un bouilleur en pierre. Et seulement maintenant. Le terme, le bouilleur en pierre, était un lourd rocher avec un creux dans lequel l'eau était chauffée par une longue calcination des pierres, de la même manière qu'aujourd'hui on utilise des chaudières métalliques. Ce récipient joue un rôle clé dans la visualisation du bain du samedi. Un jeune guerrier verse avec précaution de l'eau dans une cuve en bois, et de légers cercles se forment à la surface, comme si le vent naissant touchait un lac. Les femmes préparent des infusions de conifères, jetant dans l'eau chaude des branches de genévrier ou de bouleau, connus par les données ethnographiques comme des additifs aromatiques accessibles. Tout cela rend la scène non pas simplement domestique, mais presque sacrée.
C'est précisément à de tels moments que les observateurs du royaume franc ou d'Angleterre voyaient ce qui leur semblait étrange. Les Vikings, qu'ils considéraient comme des sauvages grossiers, se lavaient plus souvent que de nombreux habitants des villes européennes. Pour une personne de cette époque, cela ressemblait presque à un défi. Surtout si l'on considère que l'eau dans un climat froid était une ressource exigeant des efforts. Il fallait la chauffer, la transporter, la maintenir chaude. Maintenant, un autre élément important. Quand l'homme du Nord finissait son bain, il se rinçait soigneusement les cheveux, utilisant parfois une solution savonneuse à base de cendres de bois. À ce moment-là, il prenait en main une longue cuillère en bois avec une extrémité perforée, ressemblant à une louche passoire moderne. D'abord, l'image. Une louche ronde en bois, comme un filet de pêche, pêchant des morceaux d'écorce ou d'herbe dans l'eau. Et ensuite, le terme. Cet instrument est appelé par les archéologues modernes une cuillère perforée pour les procédures de bain. Elle servait à remuer l'eau chaude et à récupérer le dépôt. La scène devient encore plus vive. La vapeur enveloppe la silhouette. Le visage rougit de la chaleur. De fines gouttelettes d'eau coulent sur la peau, comme des lignes sur une ancienne pierre sculptée. À ce moment-là, l'homme se sent renouvelé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et c'est précisément cela qui crée une transition fluide vers ce qui se passait juste après, le moment où la propreté se transformait en un instrument social et même politique. Quand la chaleur du bain du samedi s'apaisait, commençait la partie la plus inattendue de la coutume nordique, celle qui frappait les contemporains plus que le processus de lavage lui-même. Pourquoi un visage propre et des cheveux soigneusement coiffés se transformait-il en une arme qui agissait aussi efficacement qu'une épée? Pourquoi les Scandinaves, en sortant du bain, semblaient-ils changer de masque social, devenant plus dangereux et plus attirants pour leur entourage? Les réponses sont encore trop nombreuses, mais c'est ici que le rituel entre pour la première fois en contact avec le monde extérieur. Les moines anglo-saxons consignaient que les Vikings se distinguaient des étrangers par leur propreté, particulièrement dans les centres commerciaux comme York. Les sources franques se plaignaient que les femmes tombaient sous l'influence des hommes du Nord, en raison de leur apparence soignée, ce que souligne même Adam de Brême, bien qu'avec une indignation manifeste. L'archéologie confirme les dires des chroniqueurs. De nombreux peignes, perles de verre, anneaux de barbe en bronze et même des traces d'huile aromatique sur la céramique ont été trouvées lors des fouilles de Jorvik. Tout cela montre à quel point l'impression produite après le bain du samedi était importante. Mais avant que le terme n'apparaisse, il faut une image forte. Un homme sort du bain en bois dans l'air froid. Les cheveux, rincés à l'eau chaude, brillent comme si un rayon de soleil venait de les traverser. La barbe est lissée, et la branche de genévrier avec laquelle il s'est essuyé le visage laisse un léger parfum de fumée. C'est précisément cette image qui nous mène à un objet que les chercheurs modernes appellent l'anneau de barbe. Et seulement maintenant, le terme. L'anneau de barbe était un petit anneau métallique avec lequel les Scandinaves attachaient parfois à l'extrémité de leur barbe, créant une forme soignée, rappelant une coupe stylée moderne. Maintenant, la scène prend vie. Le métal pur de l'anneau brille sous la lumière du matin, transformant le rude homme du Nord en une figure qui, dans une ville marchande, pouvait instantanément se distinguer parmi les étrangers. Chez les Européens de l'époque, cela provoquait un sentiment de dissonance. Un guerrier capable d'incendier un village, mais qui, en même temps, avait une apparence soignée, comme un artisan de ville se préparant pour la foire. Et ici, un autre aspect est important, l'odeur. Selon les récits d'Ibn Fadlan, les Scandinaves n'utilisaient pas systématiquement de substances aromatiques, mais les découvertes elles-mêmes indiquent qu'elles existaient tout de même. Des traces de graisse et de résine, qui pouvaient inclure des additifs aromatiques, ont été trouvés sur les parois des récipients en céramique. Dans les conditions de l'Europe médiévale, où la plupart des gens sentaient la fumée, la saleté et les tissus non lavés, l'odeur du samedi de l'homme du Nord devenait un symbole inattendu de puissance. Il sentait la propreté dans un monde où la propreté était une rareté. Maintenant apparaît une nouvelle image, la place du marché à York. Dans la foule de gens sentant la bière, la fumée et les peaux de bête, se tient un homme d'où émane une douce odeur d'eau de bouleau.
Ses cheveux sont peignés, sa barbe est soignée, sa peau est rosée. Et ce n'est pas seulement de l'esthétique, c'est une stratégie. Les voyageurs d'Europe continentale écrivaient que les femmes parlaient plus volontiers aux hommes du Nord. Cela signifiait une chose, la propreté devenait une partie de leur influence sociale. C'est ici que le moment arrive où le bain commence à fonctionner comme un instrument de renforcement du statut. L'homme du Nord se préparant en négociation savait, la propreté souligne l'aisance, contrairement à l'apparence émaciée des peuples voisins qui se lavaient beaucoup moins souvent. Ainsi, le rituel du samedi, d'une habitude domestique, se transformait en une forme de supériorité démonstrative, comme un athlète moderne entre dans l'arène, non seulement physiquement préparé, mais aussi nettoyé à fond, comprenant que l'apparence décide parfois des premières secondes du contact. C'est précisément à ce moment que la propreté du samedi commence à parler plus fort que les mots. Mais la signification de ce rituel se révèle encore plus profondément lorsque nous voyons comment il fonctionnait dans des situations culminantes. Lors de négociations avec des ennemis, en préparation de campagne, dans des moments où le destin exigeait non seulement la force de l'épée, mais aussi la force de l'impression. Quand venait le moment des rencontres décisives, négociations diplomatiques, transactions commerciales ou même préparation à une expédition, le bain du samedi se transformait d'une habitude quotidienne en un instrument de pression psychologique. Pourquoi la propreté, à première vue une caractéristique si paisible et douce, devenait-elle une partie de la préparation au combat? Pourquoi les ennemis voyaient-ils parfois une menace dans un homme du Nord soigné, et les alliés, une fiabilité? Ici, le rituel atteint son apogée, et c'est maintenant que se révèle ce que les Européens écrivaient avec une envie circonspecte. Les chroniques franques mentionnaient que les hommes du Nord apparaissaient aux négociations si soigneusement peignés comme pour une fête, ce qui frappait la noblesse locale. Dans la région de Ribes et Hédebu, les archéologues ont trouvé des dizaines de trousses de soins corporels rassemblés. Peignes, pince à épiler, couteaux pour nettoyer les ongles. Elles étaient déposées dans les sépultures masculines, ce qui confirme l'hygiène faisait partie du statut social, et non un ornement pour des personnes excessivement vaniteuses. De tels objets étaient trouvés à côté des armes, et cette combinaison en soi en dit long. Mais avant que le terme clé n'apparaisse, il faut une image. La flamme du feu de camp éclaire la longue maison. Les guerriers se préparent pour une sortie. L'un vérifie les sangles de son bouclier, l'autre lubrifie sa hache, un autre encore recoue une déchirure dans sa tunique. Devant la porte est assis un homme, passant doucement une plaque métallique sur ses cheveux, les lissant. Cette plaque, ressemblant à une fine feuille brillante, représente entre les mains de l'homme du Nord un ancien équivalent du fer à lisser moderne. Et seulement après l'image, on peut nommer le terme. Une telle plaque, c'est une latte à lisser les cheveux, un instrument trouvé par les archéologues dans plusieurs colonies scandinaves, utilisé pour lisser et redresser les mèches. Maintenant, la scène ressemble à une préparation pour une apparition devant un juge ou un ennemi. Les cheveux lissés soulignent le sérieux, comme un diplomate moderne passe ses mains sur sa veste avant une rencontre. L'homme du Nord comprenait. Les premières secondes pouvaient décider de beaucoup. La propreté de la peau, l'odeur de l'infusion de conifères et les vêtements repassés créaient une impression de force, de discipline et d'aisance. Pour l'Odieval, vivant dans un monde où la saleté était la norme, une telle apparence semblait presque surnaturelle. Les hommes et les femmes du monde scandinave utilisaient l'apparence comme une partie du langage social. Les sources écrites notent que les Vikings portaient souvent des tissus aux couleurs vives, rouge, bleu, vert, teints avec des colorants naturels. Après le bain du samedi, ils enfilaient des vêtements propres, et les couleurs paraissaient plus éclatantes sur une peau fraîche. Cela créait un effet que les chroniqueurs européens qualifiaient de séduisant, mais derrière cela se cachait une raison tout à fait pragmatique. Une personne propre et éclatante était perçue comme riche et prospère, ce qui facilitait les négociations et renforçait l'autorité. Il est maintenant important de mentionner un autre élément du rituel dont on parle rarement. Après s'être lavés, les hommes du Nord pouvaient utiliser de la résine de bois comme produit de coiffage. D'abord l'image. Une goutte ambrée épaisse, brillante au soleil, rappelant une goutte de miel, mais sentant la forêt. On la chauffe avec les doigts, on la passe sur les mèches, et les cheveux se posent plus uniformément.
Et seulement ensuite, le terme qu'utilise l'archéologie moderne, le fixateur résineux. Ce simple moyen jouait un rôle similaire à un gel capillaire moderne. Et voici ce qui se passait ensuite. Un viking, entrant dans la maison du jarl ou dans la résidence d'un roi étranger, créait un effet que les sources décrivent presque de la même manière. La tension se calmait. Non par peur, mais à cause de la combinaison inattendue de force et de propreté. Une personne propre dans un monde sale perturbait l'ordre habituel, et cela lui donnait un avantage. On peut imaginer cette scène. Un silence tendu dans une pièce sentant la viande fumée et la fumée. La porte grince, et un homme du Nord entre, cheveux lissés, barbe tressée d'un anneau, vêtements repassés, l'odeur de pain à peine perceptible. Dans les yeux de l'entourage apparaît cette attention particulière qu'on ne peut acheter avec de l'or. C'est l'effet de surprise, l'effet de supériorité qui naissait grâce au rituel du samedi. Mais la véritable culmination ne réside pas seulement dans la force sociale de l'apparence. Le plus important se manifestait au moment où la propreté devenait un symbole de préparation à un grand événement, une expédition, une traversée maritime, une bataille décisive, et c'est précisément cela qui nous mène à la suite du récit, où le rituel du samedi se transforme en une partie des décisions fatidiques des hommes du Nord. Lorsque le rituel du samedi s'achevait et que l'eau des cuves refroidissait, survenait la dernière phase, presque invisible mais la plus puissante, de l'influence de la propreté viking, celle qui déterminait leur place dans l'histoire. Pourquoi précisément la capacité d'être soigné dans un environnement nordique rude est-elle devenue un symbole puissant qui a traversé les siècles? Pourquoi les Européens qui les côtoyaient tantôt les méprisaient, tantôt les admiraient? Et pourquoi les archéologues, des siècles plus tard, retrouvent-ils des traces d'hygiène avec la même fréquence que des armes? C'est ici que le récit s'achève et que le sens de la boucle ouverte, posée au tout début, se révèle. Les historiens notent que le bain du samedi n'était pas seulement une norme domestique, mais aussi une partie des conceptions pré-chrétiennes de l'ordre. On trouve dans les sagas l'idée que la propreté du corps renforce la résilience intérieure. Les archéologues, ayant étudié les sépultures à Gotland, constatent des objets de toilette, peignes, pincettes, couteaux de coupe, étaient souvent déposés aux côtés des armes et des ornements. Cela signifie que l'hygiène était perçue comme un élément d'identité, digne d'accompagner l'homme dans l'au-delà. Les scribes français anglo-saxons, bien que partials, reconnaissaient que la propreté des hommes du Nord les rendait dangereusement attrayants aux yeux des autres peuples. Mais avant que le terme n'apparaisse, il est important d'avoir une image qui montre à quoi ressemblaient ces découvertes dans la réalité. Dans l'obscurité de la chambre funéraire, l'archéologue soulève un petit objet en os, fin, orné de lignes simples. Il rappelle une lime à ongles moderne, mais avec des traces d'usure qui témoignent d'une utilisation régulière. C'est ainsi que naît l'image, et seulement après elle, le terme. Les historiens modernes appellent cet objet un petit outil de toilettage personnel. C'est un petit instrument avec lequel on égalisait les ongles ou les poils du visage, à la manière dont on utilise aujourd'hui de petits ciseaux ou une lime à ongles. Imaginons maintenant un tel outil de toilettage personnel posé à côté d'une épée. Ce contraste de propreté et d'armes témoigne d'un monde où le corps du guerrier devait être non seulement fort, mais aussi soigné. Les Vikings comprenaient, l'apparence est une partie du premier coup, le premier regard capable de changer l'attitude avant même qu'un mot ne soit prononcé ou qu'une lame ne soit levée. Dans les conditions de l'Europe médiévale où beaucoup souffraient de maladies de peau, de parasites et des conséquences d'un manque de lavage régulier, l'homme du Nord, sentant l'eau de pin, paraissait étranger, presque surnaturel. Et voici le moment culminant du destin. Avant de partir en expédition maritime, les guerriers pouvaient participer à un lavage collectif. Certaines interprétations de scènes de la vie quotidienne trouvées sur les pierres sculptées de Gotland le mentionnent. Les historiens divergent sur l'obligation de cette pratique, mais les données archéologiques montrent, avant les traversées maritimes, les Vikings mettaient leurs vêtements et leur corps en ordre. Peut-être le faisaient-ils pour la santé, peut-être pour un renouveau rituel, mais le résultat était une puissante préparation psychologique, où le corps se sentait purifié et l'esprit recueilli.
Maintenant, une image importante. Le petit matin près d'un long navire. Les vagues se brisent contre la coque, l'air est vif et sent le sel. Un guerrier qui vient de suivre le rituel du samedi descend à terre. Il marche sur le sable froid avec assurance, comme si la fraîcheur de son corps le rendait plus fort. Dans ses mains, un sac avec ses affaires, contenant tout le nécessaire. Un peigne, un petit outil de toilettage personnel, un morceau de résine. Comme un athlète vérifie son équipement avant une compétition, il vérifie ses articles de toilette, sachant qu'un long chemin l'attend et que ces petits détails l'aideront à conserver sa dignité et sa sérénité. Lorsque le navire quitte le rivage, il devient clair que le bain du samedi n'est pas un simple acte de propreté. C'est un rituel de préparation à la vie, au travail, à la guerre, aux négociations, aux éléments marins. C'est une manière de maintenir le corps et l'esprit en ordre quand le chaos règne. Et si les habitants de l'Europe de cette époque laissaient souvent la saleté devenir la norme, les hommes du Nord transformaient la propreté en une habitude qui les aidait à se sentir maîtres de leur propre destin. Et maintenant, nous pouvons revenir à la question posée au tout début. Pourquoi les Vikings se lavaient-ils chaque samedi alors que la majeure partie de l'Europe pataugeait dans la saleté? La réponse devient évidente. La propreté était leur discipline, leur symbole de statut, leur arme d'impression. C'était une manière de montrer au monde qu'ils n'étaient pas des monstres sauvages, mais des gens capables de prendre soin d'eux-mêmes, forts, confiants, exigeants envers leur propre corps. Et c'est ici que naît le défi final pour vous. Si l'homme du Nord, dans un climat rude, au milieu du froid et des menaces constantes, pouvait trouver la force chaque semaine de nettoyer son corps et de se préparer à un nouveau cycle, alors qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de nettoyer votre propre vie? Vos pensées, vos habitudes, vos peurs? Serez-vous capable de passer au moins une semaine avec la même discipline que celle des gens pour qui l'eau froide était le commencement de la force?